Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Comme tu le sais, pas mal d'études récentes et bien faites. Alors, des études bien faites, ça mérite d'être souligné, parce que c'est très rare que les études scientifiques soient bien faites. On en parle suffisamment chez Sequoia. Montrent que le sport, par exemple, l'activité physique, parfois même intensive, a un impact extrêmement fort sur la santé et sur la longévité. Alors, par exemple, on sait qu'on peut rajeunir en quelque sorte son cerveau de jusqu'à 30 ans lorsque l'on pratique un sport très intense, et on avait détaillé ça dans nos mails des secrets de Sequoia Santé, vers lesquels je vous renvoie si vous n'êtes pas encore inscrit à ces emails. Et donc le lien pour vous inscrire figure dans le descriptif de la vidéo. Cependant, malgré les bienfaits, alors là on a cité le sport, mais il y a bien d'autres choses, il peut y avoir l'exposition au froid, etc. Malgré l'importance de ces autres facteurs, on va dire de notre style de vie, en quelque sorte, eh bien on ne parle quasiment que de l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est une base essentielle de la santé, du bien-être et de la longévité, que ce soit d'un point de vue médical, que ce soit même aux yeux de la biologie de l'évolution ou de la paléoanthropologie, c'est une évidence. Et au point finalement que certains y vouent un véritable culte. En réalité, l'alimentation, ça n'a échappé à personne, c'est devenu une espèce de religion. Et puis alors, chacun a la sienne. Donc il y a les végétariens, voire les véganes, il y a certains mouvements carnivores extrêmes qui ne mangent que du bœuf, du sel et de l'eau. Il y a aussi les kétos ou les cétogènes qui peuvent se pratiquer en plus de façon végétarienne ou animale. Bref, chacun peut choisir sa paroisse. Alors bien sûr, tous ces régimes ne se valent pas de notre point de vue, et bien sûr, il y a des arguments extrêmement forts qui privilégient un régime avec une base carnivore, certains végétaux bien choisis, et si possible sur fond de cétogénèse. Mais ces régimes ont aussi leurs limites. Que ce soit le régime carnivore, et on a fait un podcast sur les limites du régime carnivore, que ce soit le régime cétogène, qui malgré tout n'est pas forcément un garant de bonne santé, et on a fait aussi un podcast là-dessus. Alors il y a bien d'autres limites encore, d'ailleurs, au régime cétogène, et on ne parle pas bien entendu des régimes végétariens. Et parfois on plonge tellement dans cette alimentation qu'on a une vision vraiment en gros plan, une vision extrêmement zoomée, au point qu'on en oublie d'autres aspects liés à notre environnement et nos interactions dans l'environnement, comme par exemple le fait d'être physiquement actif, par exemple là je suis debout et je ne suis pas assis, de pratiquer une activité physique, etc. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle, Victor. Allez, parfait, on y va. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'il y a une telle fascination pour l'alimentation en particulier? Alors, je vais commencer avec la base de la création de la médecine, qui vient de notre ancêtre Hippocrate, qui disait que notre alimentation était notre première médecine. Et en fait, c'est assez mal compris, parce que ça pourrait être pris dans le sens que notre alimentation est un médicament, ou que le jeûne va régler des maladies. En fait, ce n'est pas ça dont Hippocrate parlait. En fait, Hippocrate, ce qu'il voulait dire, c'est que l'hygiène de vie concernant l'alimentation avait un impact très important sur la vie et sur le long cours. Et donc, il défendait le fait qu'une bonne hygiène d'alimentation allait avoir un impact très important. Et là-dessus, on le rejoint tout à fait. Mais le souci avec cette citation, c'est qu'il y a plein de gens qui vont vous expliquer qu'un élément en particulier va régler tel ou tel problème que vous avez. Et du coup, il y a une sorte de pensée magique qui s'installe avec le fameux aliment-médicament. Ensuite, l'alimentation permet de se réfugier dans quelque chose de moins désagréable ou moins difficile que le sport. Et quasiment tous les régimes, même les plus stricts, ont toujours des douceurs, des textures et des saveurs agréables. Ensuite, l'alimentation fait l'objet d'un tapage médiatique intense, et c'est vrai que c'est quelque chose de très visuel, la cuisine. Et il y a aussi plein de gourous de l'alimentation qui sont invités sur des plateaux télé ou dans des journaux pour faire des articles. Donc entre les photos de cuisine et l'invitation de ces gourous, ça peut vite créer beaucoup de contenu pour des médias. Et ce tapage médiatique, eh bien, il contraste avec une ignorance assez large du public en général, de la biologie et de la physiologie humaine. Et donc ça crée un espèce de fantasme autour de l'alimentation et de ses effets, car c'est mystérieux pour beaucoup, sauf pour quelques gourous qui savent.
On ajoute à ça des effets de mode, hein, comme on peut en trouver à peu près partout. Homo sapiens est un être très curieux qui aime la nouveauté. Il y a donc pas mal de gens qui profitent de ces effets de mode auxquels gravitent de nombreux intérêts économiques, notamment avec l'industrie agroalimentaire et la publication de X méthodes chaque année pour vous faire perdre vos kilos et vous faire redevenir la personne que vous étiez quand vous aviez 20 ans. Par ailleurs, manger est un plaisir fondamental que nous partageons tous et beaucoup d'entre nous y cherchent un sens plus profond. S'y rajoute en plus toute la culture sociale et familiale qui encense les bienfaits de certains plats. Et pour finir, manger est un acte qui fait rentrer quelque chose à l'intérieur de notre corps. Et il existe donc en retour une fascination sur ce que cela va produire sur notre corps. Donc en fait, c'est impossible de faire le tour de tout ce qui participe à cette fascination pour la nourriture et la nutrition, mais cette fascination est bien réelle. Je vais terminer par une petite anecdote professionnelle pour souligner un petit peu ça. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais quand on travaille à l'hôpital et qu'on reçoit des patients graves, alors, notamment en réanimation. En fait, ces patients, pour le médecin, les nourrir, ça va être vraiment le cadet de nos soucis. On va déjà essayer de les stabiliser, de les réhydrater, de faire un diagnostic pour pouvoir mettre les médicaments qu'il faut. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est urgent pour nous. Et c'est vrai que quand les familles arrivent, la première chose qui va les inquiéter, c'est que le patient en question, qui est leur famille, n'a pas mangé. Et vraiment, alors ça les inquiète beaucoup. Mais il n'a pas mangé aujourd'hui, comment ça va être possible? Et ils veulent toujours apporter de la nourriture, le faire manger, comme si ça avait quelconque intérêt quand on est en réa et qu'on est en train de lutter contre une maladie mortelle. Nous, médicalement, on sait que ça n'a absolument aucun intérêt de vouloir chercher à nourrir le patient dans ces moments-là, que c'est vraiment le cadet de nos soucis. Mais voilà, on voit cette fascination à chaque fois pour la nourriture s'exprimer chez les familles de patients. Et oui, les patients, entre guillemets, ils sont nourris pour l'urgence par voie veineuse. Donc, en termes métaboliques, ce n'est pas des patients qui vont se retrouver en panne sèche. Et le problème, c'est que des fois, les familles amènent des petits gâteaux ou des choses comme ça, qui en plus sont bourrés de sucre, et qui peuvent provoquer en plus des fausses routes. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir. Donc en cachette, pour une raison plaisir ou par peur de la dénutrition, on va apporter quelque chose et en fait, on va aboutir à des catastrophes. Mais Victor, l'alimentation n'est-elle quand même pas la base d'une bonne santé? Si, l'alimentation est bien une des bases de la santé. Par exemple, si on fait du sport et qu'on passe son temps à manger des oméga 6, des huiles végétales et des quantités de glucides, tôt ou tard, ça va être la catastrophe. Mais inversement, seule, elle ne suffit pas du tout. Et être en bonne santé chez Sapiens implique d'être en accord avec nombre de paramètres qui sont bien plus nombreux que seule l'alimentation. Et c'est vrai qu'un des trucs qui nous chagrine un petit peu chez Sequoia Santé, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo sur la nutrition, elle marche beaucoup plus que quand on essaye d'apporter d'autres sujets qui nous paraissent pourtant essentiels. Donc ça, c'est encore une démonstration que nous sommes biaisés sur l'alimentation et que nous pensons que ça va régler tous les problèmes. Et c'est vraiment une erreur de penser ça. Et du coup, pourquoi est-ce que l'alimentation, à elle seule, ne suffit pas? Donc comme je le disais, c'est un des paramètres de la bonne santé, même un paramètre fondamental, mais loin d'être le seul. Par exemple, le manque de sommeil peut à lui seul nous faire grossir pour des raisons hormonales, mais ce n'est pas tout. Le manque de sommeil peut aussi nous rendre minables, désagréables, dépressifs et nous faire arrêter notre travail pour burn-out. Je vous renvoie donc vers notre vidéo sur le manque de sommeil qui peut faire grossir. Le manque de sommeil, c'est vraiment une catastrophe. Et on s'aperçoit que dans nos sociétés modernes, les gens dorment de moins en moins. Quasiment tout le monde est en dette de sommeil aujourd'hui. Ça, c'est une catastrophe. Le nombre de gens qui sont en dépression ou en burn-out à cause d'un manque de sommeil, vous n'avez pas idée. La sédentarité aussi, c'est un facteur de risque majeur de troubles métaboliques, de troubles musculo-squelettiques, responsable à elle seule d'une mortalité précoce avec une dégradation de la qualité de vie, une morbidité et des douleurs chroniques qu'on n'arrive pas à soigner. Moi, je vois des gens qui se promènent de médecin en scanner, en kiné, sans que personne n'arrive à rien trouver pendant des années, ni à les soulager. Et pourtant, chez ces gens, quand on analyse le mode de vie, les réponses me paraissent souvent assez claires, mais elles sont difficiles à entendre. Car la solution implique souvent de bouger ses fesses, c'est le cas de le dire, et d'arrêter d'être en surpoids. Bon, donc on a compris, on va bouger nos fesses. Donc j'en conclus que quelqu'un qui aurait une alimentation idéale, mais qui dormirait pas assez,
qui seraient sédentaires, qui passeraient des heures chaque jour sur des interactions un peu virtuelles, via les smartphones par exemple, que ce soit sur des réseaux sociaux, bref, à vivre une vie imaginaire, pour être finalement en moins bonne santé que quelqu'un qui mangerait finalement pas bien, pas très bien, et qui par contre aurait une très bonne hygiène de sommeil, une bonne gestion des écrans, qui vivrait des interactions vraies avec ses amis, ses proches, sa famille, et qui serait actif physiquement, qui ferait du sport. C'est bien ça? Absolument, et on constate régulièrement chez des patients ou chez des proches. Moi, je vois des patients qui font des sorties en plein air tous les week-ends, qui vont faire du vélo avec leurs amis, qui voient leur famille, qui font du sport, qui ont des passions. Et d'ailleurs, chez ces gens, j'aborde rarement la question de l'alimentation, car ils sont déjà en parfaite santé physique ou mentale pour la plupart. D'ailleurs, ce sont souvent des gens que je vois pour d'autres problèmes, par exemple des douleurs suite à une chute, une entorse ou un accident de voiture, par exemple. Et c'est pas des gens que je vois pour des problèmes de douleurs chroniques, d'anxiété-dépression, avec arrêt de travail à répétition. C'est pas du tout ce profil de patient. Donc je dirais oui, des gens qui ont des modes de vie sains, riches, avec interaction sociale, sport, sortie en plein air. C'est des gens chez qui le problème de l'alimentation, on l'aborde pas en fait, parce qu'ils vont bien ces gens-là. Sauf demande particulière venant de ces gens qui veulent se projeter dans X années pour parfaire ce énième paramètre important qu'est l'alimentation. Mais bon, clairement, c'est sûr qu'on ne va pas leur sauter dessus. Et justement, tu as commencé peut-être à en détailler certains. Est-ce que tu peux les préciser davantage? Quels sont ces autres paramètres, quelles sont ces autres variables qui font qu'on va être en bonne santé, qu'on va être dans une situation de bien-être et favoriser du coup la longévité? Quels sont ces autres aspects? Tout d'abord le sommeil, primordial, tant sur la qualité que la quantité. Je vous renvoie à un podcast qu'on a fait à ce sujet. Ensuite, également primordial, être actif physiquement. Je vous renvoie également à un podcast qu'on a fait là-dessus. Pratiquer des activités sportives, solitaires ou encore mieux en groupe. Être intellectuellement actif, c'est très important aussi. Donc lire, écouter des podcasts, écouter des livres audio, discuter, avoir un projet professionnel, avoir une passion, s'impliquer dans son travail. Enfin bon, il y a plein de manières de s'épanouir intellectuellement. Ensuite, également fondamental, être actif socialement, c'est-à-dire voir sa famille, voir ses amis, s'impliquer dans des associations, participer à des événements. Homo sapiens est un être social, c'est en étant social qu'il a réussi. C'est comme ça que notre espèce en est parvenue à maîtriser son environnement et à se créer une vie d'abondance. Donc on a besoin de ce côté social et on a besoin des autres. Ensuite, il faut également savoir s'exposer à de bons stresseurs, comme par exemple l'exposition au froid, le sport, ça peut être aussi l'exposition à la lumière du soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hormèse. Je peux vous renvoyer à une vidéo que j'ai faite à ce sujet si vous voulez en savoir plus. On peut revenir sur l'exposition solaire, qui est déjà une sorte d'hormèse, mais dont les effets sur notre bien-être et sur notre organisme sont souvent sous-estimés. On peut ensuite améliorer son jugement et ses réactions émotionnelles grâce au développement personnel, à la méditation, à la pratique de la philosophie et du stoïcisme par exemple. Apprendre la logique, la raison, se questionner sur le monde, mettre de côté ses certitudes et rester curieux tout au long de sa vie. Et bien sûr, la pratique d'une vie sexuelle épanouie qui reste encore souvent un tabou. Bon, ben voilà, un beau programme. Et pour rendre ça encore plus pratique, qu'est-ce que tu peux nous conseiller de façon peut-être résumée en pratique? Tout d'abord, vous abonner à notre chaîne YouTube Sequoia Santé et ensuite venir sur notre site sequoiasanté.com pour vous inscrire aux emails secrets de Sequoia Santé. Et je rajoute que le lien pour s'inscrire aux emails des secrets de Sequoia Santé figure dans le descriptif. Vous l'avez directement dans le descriptif de la vidéo, ainsi que sur le descriptif de la chaîne. On va vous expliquer plein de choses et on va essayer de vous donner les clés que nous pensons être utiles pour naviguer dans ce monde moderne. Et pour aller plus loin, vous pouvez visiter notre site et voir les formations que nous proposons, sachant que de nouvelles formations sont à venir bientôt. Boris et moi, on a passé beaucoup de temps sur Sequoia Santé parce qu'on pense qu'on a vraiment des solutions à apporter à beaucoup de gens qui se débattent aujourd'hui avec les problèmes du monde moderne. Et nous, c'est quelque chose qu'on constate au quotidien dans nos consultations. Et nous, on espère vraiment que notre projet fonctionnera et que les gens comprendront que tout ne tourne pas que autour de la nourriture.
contrairement à ce que le nombre de vues sur nos vidéos semble indiquer parfois. Et pas que nos vidéos d'ailleurs, hein. Il suffit de se promener sur les thèmes de la santé, du bien-être et de la longévité pour voir les vidéos qui intéressent et qui sont donc toutes des recyclages souvent, hein, pas toujours, mais souvent des recyclages de l'alimentation. Bon, bah merci Victor, je crois que c'est une jolie mise au point et à la fois un petit coup de gueule et plein de belles perspectives. Pour résumer tout ce qu'on a dit, l'alimentation est effectivement une base de la santé et on ne risque pas d'en démordre, puisque d'ailleurs notre première formation qu'on vous propose concerne justement l'alimentation. C'est une des bases fondamentales, mais attention, ça n'est pas la seule, vraiment ça c'est très important. Il y en a beaucoup d'autres qui ont un poids parfaitement équivalent et qui sont souvent négligés. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, et à commencer par le fait que l'alimentation fascine, c'est quelque chose comme Victor l'a dit, qui est profondément ancré au fond de nous. Il y a tout un tas de choses qui se jouent, à la fois des problématiques de survie d'espèce, de convivialité, d'aspect social de notre espèce Homo sapiens. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous attire beaucoup, aussi parce qu'elle est très intéressante, parce qu'elle peut permettre de produire probablement des travaux scientifiques à bas coût, de très mauvaises études hein, qui ont fait l'objet de recommandations. Et comme ça permet à certains de dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, hein, comme on a vu avec la diabolisation des graisses saturées, notamment des années 70. Il y a de forts intérêts économiques, de forts intérêts politiques, de forts intérêts médiatiques, bref. C'est l'alimentation et la nutrition hein, sont des thématiques chaudes au niveau des intérêts et des conflits d'intérêts. Et puis enfin, probablement que même si on s'astreint à manger différemment et qu'on fait des efforts et que c'est difficile, ben malgré tout, probablement que c'est quand même moins difficile que de se bouger les fesses, hein, n'est-ce pas Victor, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que d'autres concessions à faire sont parfois peut-être plus difficiles. Et ça soulève donc un autre point qu'on avait abordé par le passé dans certaines vidéos, qui est celui du principe d'économie en biologie. Et donc, le corps a tendance justement, pour faire face à l'adversité et à se préparer à des situations de stress, eh bien, à économiser, toujours économiser, ce qui peut expliquer d'ailleurs hein, l'accumulation de graisse, le surpoids, l'obésité, parce que ces situations de stress en fait ont disparu de notre quotidien. On a d'autres stress psychologiques par exemple qui sont très mauvais, liés au manque de sommeil, etc. Mais d'autres bons stresseurs comme l'exposition au froid, le jeûne, le sport, eh bien, ont globalement disparu, ce qui fait que le corps n'a plus l'occasion de confronter un peu cette tendance de réserve face à ces stresseurs. Au total, il n'est donc pas étonnant qu'en se focalisant uniquement sur la nutrition, eh bien, certains y dépensent beaucoup de temps, d'énergie, d'argent parfois, pour ne pas arriver en fait à résoudre l'intégralité de leurs difficultés. Donc même si c'est sans doute extrêmement bénéfique de commencer par là, on ne peut pas s'arrêter et tout miser sur la nutrition. Et ça explique donc qu'un certain nombre de difficultés puissent perdurer quand on ne recherche les solutions que dans l'alimentation. Ce podcast se termine, je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à nos emails secrets dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo et de celui de la chaîne également, à visiter notre site sequoiasanté.com pour voir les différentes formations que nous vous proposons et qu'on met à jour régulièrement. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.